ici Armorique. Le lundi, c'est Rosie. Chaque lundi soir, votre rendez-vous pour tout savoir sur les rouges et noirs. Bienvenue dans le lundi, c'est Rosie. Une belle semaine débute pour les supporters rennais. À n'en pas douter, après le superbe succès 4-0 hier du côté de Nice. On revient sur cette belle performance et sur les débuts tonitruants de Francaise sur le banc rennais. Les 125 ans du club, demain, l'occasion de demander leur best-of Stade Rennais. Très personnel et subjectif, évidemment, à nos intervenants. Vous allez retrouver dans cette émission aussi un extrait de l'interview que nous a accordé une légende rennaise, Benjamin Bourigeaud. Elle sera disponible en intégralité demain sur notre chaîne YouTube 100% Stade Rennais, ici Armorique. N'oubliez pas de vous y abonner. On parlera enfin de la réception de Lille dimanche prochain, un match qui s'annonce capital dans la course à l'Europe. Le lundi, c'est Rosie, la 100e, c'est parti. Le lundi, c'est Rosie. Et oui, jour de 100e, et qui dit 100e dit casting d'habitueux, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ce sont les 4 qui ont été le plus présents tout au long de ces émissions. Je vous en remercie, messieurs, d'être là. Je remercie aussi tous ceux qui ont fait partie de l'aventure, qui en font toujours partie d'ailleurs pour leur disponibilité pour venir échanger autour de notre club. De cœur à tous, côté anciens joueurs, c'est le patron des anciens joueurs qui est là, le patron du SRH. C'est Cyril Lelgouache, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Merci, bon anniversaire. Demain, c'est aussi l'anniversaire de notre club de cœur. Ah oui. Donc, il y en a des anniversaires à fêter. Ouais. Emilien Wafflard, joueur de l'AS Vitré, vainqueur face au VOC de Benoît Costil ce week-end entre anciens du Stade Rennais. Comment ça va, Emilien ? Très bien, week-end victorieux sur tous les plans, donc Voilà. Très content d'être là. Un très beau week-end pour le Stade Rennais, pour Emilien Wafflard et l'AS Vitré. Également, du côté des supporters, la Machina, la mémoire vivante du Stade Rennais, le cofondateur de Rouge Mémoire, Fabrice Pinel. Et là, salut Fabrice. Salut. Fabrice qui a déjà, je le dis à tous ceux qui nous regardent, qui a déjà trouvé, sans faire exprès, une des réponses du quiz avant le début de l'émission. Il me l'avait jamais fait celle-là parce que vous savez qu'il répond très vite, mais là, il a réussi à trouver une réponse avant même que je donne la moindre question. On connaît même pas le thème du quiz. Non, sans connaître le thème en plus, c'est très frustrant. Bon, ça sera un point en moins pour vous, Fabrice, du coup, au départ du quiz. Comme d'hab, quoi, en fait. Comme d'hab. À vos côtés, le chroniqueur Radio Roazhon est là, Léo Hamel. Salut Léo. Salut François. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être là, qui plus est pour la 100e. Merci d'être là surtout. Joyeux anniversaire à LCR. Merci. Est-ce que vous avez entendu du coup la réponse tout à l'heure J'ai entendu une syllabe ou deux, mais okay. je gardez-la en tête, peut-être que sur un exercice de vitesse, du coup, vous aurez l'occasion de la trouver. Emilien Wafflard n'était pas là. Il y en a un de chaque côté qui connaît la réponse, donc voilà. On n'a pas ce sera une question de vitesse. Voilà. Ah oui, on peut faire ça aussi. Voilà, nous on joue pas. Ah oui. Bon, on va pas déjà faire les règles du quiz. On peut tricher. Si vous voulez bien, messieurs, on va commencer par le résumé du Rennes-Nice hier avec les commentaires ici Armorique de Sébastien Riglet en direct de l'Alliance Riviera et on débriefe le match juste après. La patte francaise là, dans cette partie, ça avance petit à petit et d'ailleurs ça s'est confirmé avec Valentin Rongier qui va rentrer dans la surface de réparation. Valentin Rongier en retrait, l'ouverture du score, la voici. Oui. Esteban Le Paul qui est bien servi par Valentin Rongier. Ça fait 1-0 ici à l'Alliance Riviera. 13 minutes de jeu face à l'OGC Nice. Dessus et donc ça peut partir en contre-attaque du coup et on va peut-être profiter de cette occasion pour revenir et marquer un deuxième but côté Nice ou Altamari. Côté Rennais plutôt la frappe derrière, le deuxième but. Oui. Chivanski qui va marquer le deuxième but pour le Stade Rennais. Et décidément les Rennais sont très inspirés cette fois-ci, c'est une contre-attaque après une occasion mal gérée par les Niçois, ça part en contre-attaque et derrière le deuxième but qui permet au Stade Rennais de tout simplement de crucifier une nouvelle fois et Yévian Diouf. Et il faut falloir les surveiller ces nouveaux entrants et aussi Ludovic Blas dans l'autre sens. Ludovic Blas qui vient d'entrer en jeu, qui va peut-être se créer sa première occasion, qui passe un joueur, deux joueurs, trois joueurs. Oui, le troisième but de Ludovic Blas, quel numéro de la part du numéro 10 du Stade Rennais. Il passe un joueur, il passe deux joueurs, il passe trois joueurs et du pied gauche, il va envoyer dans le filet opposé, dans le petit filet opposé. Ça fait 3-0. Yévan Diouf ne peut rien faire et cette fois la messe est quasiment dite. Rennes mène 3-0 ici à l'Alliance Riviera face à l'OGC Nice. Essayer de remettre côté gauche et pourquoi pas un quatrième but à l'entrée de la surface de réparation. Le quatrième, le voilà. Le quatrième, j'y croyais pas. Et il est là. Nordan Mukiele, l'enroulé de la gauche vers la droite, ça part à l'opposé et ça va tromper une nouvelle fois Yévan Diouf. 4-0. Et je disais qu'il n'y aurait plus de but. Je me suis complètement raté, je me suis complètement trompé, ce qui n'est pas le cas. Et Lorient égalise, magnifique. Quelle minute incroyable. Et Rennes qui passe donc 5e du championnat
Ça, cette fois, c'est fait. Rennes qui va quitter la Côte d'Azur avec une belle place de 5e à 10 journées, à 9 journées même de la fin de cette saison. Quelle belle opération, quelle belle soirée, quel beau week-end pour le Stade Rennais. Le lundi, c'est Rosie. Le débrief. Et oui, superbe week-end rennais avec ce succès. Rennes est 5e de Ligue 1, 2 points devant Lille, qu'on recevra dimanche prochain. Messieurs, est-ce que c'était la plus belle performance de la saison ? Je dis ça aussi parce que c'était à l'extérieur quand même si on a vu des Niçois pas très impressionnants. Mais c'est ma question. Cyril Lelgouache. Oui, on a en contenu, au-delà du score, on a quand même vu de très belles choses. Donc c'est certainement une des prestations les plus abouties. Mais effectivement, là, on avait un adversaire dès le début du match. On a tout de suite compris que ça allait être des boulevards dans tous les sens. Donc ils nous ont quand même vraiment bien aidés à développer notre jeu. Mais on a tout de suite vu que le niveau de confiance était chez nous dans les transmissions, dans les déplacements, dans la maîtrise technique. Je pense que dans la tête, on a vu deux équipes, une qui doutait, une qui était en pleine confiance. Et même si le niveau des joueurs, la différence de niveau des joueurs, c'est pas le 4, le 5 ou le 6, parce qu'ils méritaient certainement d'en avoir au moins 6. À la pause, déjà, ça aurait pu faire plus. Mais c'est principalement dans la tronche, quoi. Ouais. Emilien ? Je sais pas si c'est la plus belle performance de la saison, mais en tout cas, vous metteriez quoi d'autre devant ? Paris, pour l'émotion, c'était bien. Vrai, il y avait de la fraîcheur, ça arrivait dans un moment important. Mais aussi. tout est lié à Sébastien Tambouret, et je dis ça très sérieusement. Enfin, on en reparlera peut-être, mais cette victoire face à Paris, elle aura une incidence sans doute folle sur la saison. Mais après, il faut relativiser aussi. Et je trouve qu'il y a eu beaucoup de moments dans la partie où on a eu de la réussite aussi. Et on gagne 4-0, on peut gagner 6-0, mais on peut aussi faire 2-1 à un moment, et ça change un match. Il y a aussi une question d'efficacité sans doute. Léo, sur cette performance rennaise ? Je suis en phase totale avec Emilien. En phase totale, effectivement, le score aurait pu être bien plus lourd, mais en première mi-temps, Nice a eu des opportunités où on a eu beaucoup de réussite, mais la réussite dans un sens comme dans l'autre, ça se provoque. Cette fois-ci, elle était de notre côté, donc tant mieux. Le match était globalement abouti, même si sur le plan offensif, il a manqué quand même un petit peu par moment. Défensivement, en deuxième mi-temps aussi. Mais dans l'ensemble, on a bénéficié effectivement d'un Nice très apathique assez vite après notamment l'ouverture du jeu. Très exigeant, enfin par Cyril. Mais il faut, c'est important. C'est important. Mais on doit se contenter quand même. On peut être satisfait de ce qu'on a vu au regard de ce qu'on a mangé quand même depuis le début 2026. C'est ça. Moi, en fait, c'est sur les phases de construction de jeu notamment. Il y a des phases que pour moi je n'avais pas vues sur eBay. En fait, c'est surtout ça. Fabrice, qu'est-ce que vous en ressortez de si la question c'est le meilleur match de la saison, je rejoins plus Emilien, plus Paris pour moi. Mais ce match-là, il est marquant à Nice, parce que c'est maîtrisé de bout en bout. Et on n'a pas vu beaucoup ça cette saison. On a eu des bonnes mi-temps, même avec Franquès, les premières mi-temps étaient très bonnes. Et là, le bonnes. premier quart d'heure de la deuxième est bon aussi. Voilà. On va dire que le temps faible, il est plutôt 60-75e. Et à mon goût, on n'a juste pas assez profité de la défense niçoise qui, si je peux me le permettre, c'était Open Melvin Barr comme défense. Oui, très bien. Pas mal. Elle a été bossée, celle-là. Elle était préparée de longues devant minutes. l'écran hier. Effectivement, c'est vrai qu'il faut aussi dire que les Niçois n'étaient pas très bons. C'est une victoire, je commençais à le dire tout à l'heure, qui est quand même qui est emmagasinée. Enfin, c'est une confiance emmagasinée depuis Paris, en fait, qui se met un petit peu en route pour les Rennais. On ressent ça quand même dans ce qu'on a vu là, Cyril. Oui, c'est dans la tête. Effectivement, le 11 de départ n'a pas bougé, donc il y a des choses qui se mettent en place. Et oui, le déclencheur, cette victoire contre Paris. Mais c'est ça, Francaise aurait pu arriver dans d'autres circonstances. C'est ça, ça qu'il faut bien comprendre. Hein. On a vu des joueurs, on voit depuis Paris des joueurs libérés. Alors, moi, je ne vais pas jusqu'à dire que c'est le système, parce que c'est toujours l'animation, c'est ça, Cyril ? Non, il y a un peu le système. Et là, je vais donner la main à Fabrice. Oui, mais la confiance quand même. La confiance. Franchement, la confiance. La confiance avant le système. Fabrice. Le système depuis le mois d'août. Je voulais le lancer là-dessus. Enfin, depuis le mois d'août que je voulais une défense à 4. Les résultats parlent pour la défense à 4. Puis surtout, dans l'absolu, historiquement, le Stade Rennais, c'est une défense à 4 toutes les années où ça réussit. On n'a jamais réussi dans la durée avec une défense à 3. Défense à 4 et des ailiers.
C'est vrai qu'on a un Pour moi, club c'est ça, délié. C'est vrai qu'on est un c'est ça, club le Stade délié. Rennais. Pour le coup, historiquement, et on le voit, Ouest France a fait une élection pour le 11 du 21e siècle seulement. Hein. Ouais. Il y a que le 21e siècle. Quand on voit les choix ouais. au poste d'ailier à droite et à gauche, on se dit waouh. Mais c'est intéressant Il y en a de du savoir, monde qui est passé. de travailler là-dessus aussi. Se dire c'est quoi. C'est notre identité de jeu finalement, c'est ça? C'est le 4-2-3-1? Non, C'est mais le 4-3-3? Mais peut-être. moi je trouve que c'est intéressant. Les fameux trublions sur les côtés, hein, Ouais, qu'on ouais. a souvent Ouais, qu'on a ouais. connus sur les Ouais. 10-15 dernières Ouais, alors là par contre, est-ce que vous allez me dire que c'est Arnaud Nordin et Moussa Altamari Non, mais qui justement, sont c'est les pour ça facteurs X du Stade Rennais? Non, mais Bah, tu disais mine de rien. historiquement, François, c'est pour Ouais, ça on bien prend sûr. pas en Ouais. compte la saison actuelle. Mais quand on regarde sur les 10-15 dernières années, les ailiers qu'on a connus, même s'ils n'ont pas tous eu des immenses carrières, on a eu des trublions qui Une les années où tu étais apportaient quand même. Cyril Lallois, Il y en a j'étais eu. pas ailier, je le rappelle. On en a Je le eu, regarde parce que on en a je eu l'ai avant. Émilien, je vous vois faire un peu la moue sur cette vision tactique, on va dire, historique. Bah, historiquement aussi, Historiquement, c'est indéniable, mais vous Voilà. dites que vous n'avez pas la sensation Bah, que... je trouve que le système, au-delà du fait que ce soit à 4 ou à 3, c'est surtout que tous les joueurs le connaissent. C'est quelque chose de classique, je crois que Rongier en avait parlé. Oui, mais c'est des trucs dans lesquels ils ont tous été formés. Enfin, je veux Voilà. dire, jusqu'à vos 15 ans, au C'est moins, simple, on va dire, quoi. avant même d'arriver en centre, et souvent même Mm. au début en centre. Vous jouez dans des systèmes de ce type, quoi. Oui, oui, souvent. Après, maintenant, ça se complexifie un peu. C'est un peu la mode des défenses à 3 aussi, dans le foot en général, même chez les jeunes. On en revient chez les pros. Il y a eu une mode Ouais. dont on sort. Aujourd'hui, les gros clubs, il y en a très très peu qui jouent à 3 derrière. Bah, parce que Honnêtement. souvent, les différences se font sur les côtés aussi. C'est un foot délié, le foot d'aujourd'hui. Bah oui, avec la vitesse, la percussion, etc. Bon, on le disait, c'est peut-être pas nos ailiers, même si Moussa Altamari a fait un match dur à décrire, je dirais, mais il a quand même été décisif. Hein. Une passe D et un penalty obtenu. Bah, c'est Altamari avec ses qualités, ses défauts. On sait qu'il est capable de déclencher plein de choses, de mettre un petit peu le chantier dans la défense adverse. Et à côté de ça, avoir des absences en termes de réflexion tactique, quoi. Ouais. Et Et il est pas content de sortir aussi. Hein. Fait un peu la moue. Moi, j'ai pas trop aimé son attitude sur sa sortie quand même. Je sais pas Ah ce que ouais, vous en avez ouais. pensé. Non, vous l'avez pas ressenti, Fabrice? Ça Bah, vous a j'ai pas pas marqué? remarqué, mais Non, j'étais le. Ok, j'étais le Après, seul. il était en train de baisser de rythme aussi à ce Ah moment-là. oui, non, mais moi je trouve que sa sortie elle est Ouais. logique. Je dis juste Ouais, que ouais. c'est son attitude. qui Après, m'a un on petit doit peu- l'aimer aussi pour ce qu'il est. Oui. Et je trouve que. Est-ce qu'au Stade Rennais, on peut avoir des ailiers meilleurs que lui? Oh, si, quand même. Bah, je suis pas vraiment sûr parce que ce qu'il apporte, il apporte énormément de choses. Alors oui, il a des défauts, mais qu'est-ce qu'un ailier de base? Qu'est-ce qu'on veut d'un ailier faux pied de base? Tu veux Il dire le que fait. sur le volume compense Le volume est compense énorme. largement le. On se rend pas compte Non, mais comment il sert les fatigue autres. une défense. Et ça Impressionnant. ça crée des choses, parce qu'à partir du moment où on a un joueur comme ça qui est capable de pousser, d'éliminer, Mais de ça crée remonter des le terrain sur beaucoup de mètres Ah ouais, aussi. Moi, ça j'ai crée des revu espaces, ouais. le ouais. deuxième but de Rennais, de Szymanski. Le petit ballon déjà que lui met Szymanski au départ, il part de derrière Oui. la ligne médiane et juste par sa vitesse, sa capacité quand même à peu près à conduire son ballon Oui. dans certaines zones correctement, il arrive jusqu'à la surface adverse. Ne serait-ce que ça, voilà. C'est aussi ça qu'on lui demande, de faire progresser le danger pour le Stade Rennais. Bon, on est parti sur Altamari. Je pense qu'il y a un joueur qu'on doit quand même citer avant tout le monde. Valentin Rongier. Ah bah, Quel match de Valentin Rongier, messieurs. Alors, je pense qu'on a déjà dit plein de fois son importance, mais là, ce match-là, c'est c'est le joueur. Il y avait c'est tout sur son ce match de la match-là. saison. Ouais. Il y avait Fabrice. tout parce que déjà, il a dominé le milieu adverse, enfin, même l'équipe adverse globalement, hein, dans tous les secteurs où il a joué au cours du match. Et surtout, on l'a vu beaucoup offensivement, bien plus que ce qu'on voit d'habitude, et 2 passes décisives à la clé. Pour moi, c'est son match son meilleur match. Il en a fait beaucoup des bons matchs. Celui-là, c'est le meilleur qu'il ait fait. Ouais. Chez nous. Parce que d'habitude, il est bon parce que, on va dire, il équilibre, son placement est bon. Mais là, il y a tout en plus. Là, il Techniquement, brille. Quoi. c'était- Il y a aussi ça, hein, Cyril. Là sur le trio du milieu de terrain, on l'a déjà vu sur le dernier match à domicile, il y a des compensations qui se font. C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, on l'a vu sur des positions très basses, et on l'a vu aussi sur des positions très hautes, avec des compensations faites par les deux autres. Les trois du milieu de terrain sont très intelligents dans les déplacements. Donc on a un milieu de terrain là qui se désorganise et qui se réorganise, et lui, il aspire. Il revient, les autres compensent, utilisent les espaces qu'il crée, et donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer là au milieu de terrain. Je voyais sur des fournisseurs de stats algorithmiques, donc là ils sont basés que sur les stats, sans marquer de but, il a plus de 9 dans plein de fournisseurs algorithmiques, ce qui est énorme, c'est très très rare, c'est-à-dire toute la qualité de ce qu'il a fait, même Sur 10, du coup. Il a un match sur 10 bien sûr, évidemment. Il a un match quasiment parfait sur le plan statistique. Il a eu très très peu de déchets. Mm. Tu rajoutes à ça effectivement
les 2 passes décisives et tout ce qui s'ensuit. C'est son match métronome, plaque tournante, tout ce que tu veux. Sur ce que disait Cyril, sur les compensations, les joueurs qui... Est-ce qu'ils ne sont pas juste libérés d'un carcan ? Moi, j'ai l'impression, enfin, de joueurs dont j'ai le sentiment qui font des choses par eux-mêmes. C'est leur intelligence de jeu qui parle, c'est leur spontanéité. Est-ce que vous ressentez ça, Emilien ? Je vais le redire, mais on l'avait souligné même à l'époque où il était là. Mais sous Habib Beye, j'avais souvent le sentiment de joueurs enfermés quand même dans un espèce de carcan tactique, de réciter une leçon peut-être mal comprise, mal apprise. Est-ce que là, on n'a pas enfin un peu des joueurs ce sont les joueurs qui jouent ? C'est possible, ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils dégagent. Et après, forcément, les résultats, la dynamique mentale jouent énormément là-dessus. Et plus ça va, plus... on prend des initiatives, plus on... Rongier, pour moi, par exemple, Rongier fait un énorme match. Mais vous avez préféré Szymanski, vous non. Oui, mais il a joué 45. Est-ce qu'il est vraiment plus fort que d'habitude ? Ou est-ce qu'il brille parce qu'autour, ça brille aussi ? Et ça le fait briller. Je suis pas... Parce que Rongier, depuis le début de saison, je le trouve très bon à tous les matchs quasiment. C'est très rare qu'il loupe un match, ou quand il loupe, ça se voit direct. Oui, souvent le club en pâtit. Et là, je pense qu'il brille aussi parce qu'autour, c'est... Tout le monde est dans la même dynamique positive, je trouve. Ça y est, on a oublié d'où il venait. Il vient d'où ? Oui. De Rennes, non ? Marseille, non ? Oui, Marseille. Pour revenir sur l'état d'esprit des joueurs qui se libèrent, il faut aussi appréhender les difficultés lorsque vous êtes entraîneur et où vous essayez de recadrer un petit peu les choses. Et à un moment donné, les joueurs restent dans ce carcan-là de consignes. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas en termes de résultats. Et la grande force d'un entraîneur, c'est dans les situations compliquées de laisser encore cette liberté aux joueurs. Parce que là, on le voit, ça marche. Là, l'entraîneur, il accompagne. Mais on sent qu'il y en a de la liberté. Moi, j'ai le sentiment. Mais on a vu ce sont les joueurs qui gagnent les matchs. Moi, j'avais fait un avis là-dessus. Je le dis. Avec Julien, aussi leur donner une place. Avec Julien sur sa fin avant l'arrivée de Bruno Genesio, Julien Stéphan avait vraiment cadrer les choses, et Bruno dès son premier match avait libéré les énergies, on l'avait vu, et dans l'axe, Martin dans l'axe, avec des joueurs créatifs qui étaient dans le cœur du jeu. Bourriche qui était cantonné sur son côté, qui d'un seul coup mais c'est un contexte général qui fait que... Et là, le contexte, il a été bon d'entrée pour Francaise aussi. On va parler de Francaise. Allez-y. Il y a un mec. Non, mais je pense à ça aussi, parce que pour le coup, je l'ai massacré ce joueur-là depuis le début de la saison. Il y a un mec qui est méconnaissable depuis qu'on est repassé à 4 et non pas spécialement depuis l'arrivée de Francaise. C'est Lilian Brassier. Il est méconnaissable. Il est méconnaissable. Alors que pour le coup, moi, c'était un des joueurs que je mettais le plus en avant sur l'aspect négatif depuis le début de la saison. Moi, je reconnais. C'est vrai que c'est limite le deuxième meilleur joueur du match. Après il est impressionnant. Il est d'une sérénité défensive. Il est propre. Il tente des choses qu'on ne le voyait pas forcément tenter, c'est-à-dire des renversements de jeu sur des longues diagonales. Enfin, on le voyait très peu faire ça en réalité. Moi, je pense qu'au-delà je le sens vraiment libéré. Le système, c'est une chose, mais il y a des systèmes qui effectivement peuvent mettre en avant des défauts de joueurs, et je pense que Brassier dans un système à 3 on voyait plutôt ses défauts que ses qualités, et ça veut pas dire qu'il ne comprenait pas le système. Et là il est plus responsabilisé au duel, il doit plus t'as 4 derrière, t'as moins d'espace, il est moins en difficulté défensivement, il anticipe un peu plus les choses, il a moins d'espace à couvrir, donc ça le met plus en valeur dans cette organisation là. Ça veut pas dire qu'il maîtrise pas ce système là, mais là on voit bien que c'est là-dedans qu'il est le plus le même joueur. Et c'est comme ça qu'il avait réussi la seule avant ça bonne saison de sa carrière, je suis désolé, mais c'était à Brest et c'était dans une défense à 4. Pardon, Lilian Brassier. Les débuts de Francaise, Fabrice, je vous laisse donner la stat, c'est la vôtre. Ils sont excellents, c'est comme jamais. Il égale le record de Julien Stéphan avec 3 victoires de suite en Ligue 1. Il y ajoute Julien Stéphan, il avait ajouté des victoires en Coupe de France, Coupe de la Ligue et Europa League. Il avait tout fait en même temps, donc il avait fait 6 victoires de suite. Mais côté Ligue 1, Francaise rejoint. Les deux, c'était sans prendre de but sur les 3 matchs de Ligue 1, voilà. si j'ai pas de bêtises. Et donc, parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, est-ce que Julien Stéphan aussi, il y avait des clean sheets ? Julien Stéphan a attendu la 319e minute pour encaisser un but, et donc Francaise en est à 270. Donc il faut tenir encore un peu plus d'une S'il mi-temps. tient jusqu'à la 50e, il a le record contre Lille. Non mais voilà, ça dit quelque chose en tout cas. Et encore un entraîneur issu de la formation, l'occasion de saluer aussi Patrick Rampion, parce qu'on salue souvent la formation rennaise pour la formation de ses joueurs, mais la formation des éducateurs aussi, elle est énorme. Je pense aussi ce qu'ont réussi Régis Lebris, Laurent Huard, plein d'autres. Et ça aussi, c'est une des réussites de Patrick Rampion. Vous connaissez bien Julien Stéphan, évidemment. Au-delà de la stat, il y a un mot d'ordre quand même sur Francaise, je pense. Dans toutes ses déclarations, il est question de plaisir, de confiance. Là où précédemment, le mot d'ordre, c'était plutôt intensité. Ah ouais, vous trouvez ? Voilà.
Et je pense que il a pas changé le mot d'ordre d'ailleurs. Voilà. Plus, et je pense que c'est ce que montrent les joueurs en fait. Ils montrent du plaisir et on se pose plus la question de l'intensité. Ça vous fait plaisir de le voir réussir comme ça en tout cas. C'était parce que c'était une évidence, mais ça pouvait rater ce mariage. Alors c'est pas terminé, hein, l'aventure de Francaise. Mais les débuts sont bons en tout cas. On disait c'est une évidence, mais l'évidence elle peut aussi finalement nous décevoir. C'est un local qui se retrouve dans le club dans lequel il a été formateur. Enfin, tout est réuni pour que l'aventure soit belle. Maintenant, et il fallait les résultats avec. Voilà, exactement. Maintenant, c'est ce que vous venez de dire, François, c'est que la vérité d'aujourd'hui, on en reparle dans 12 mois, hein, mais à l'heure actuelle, c'est top pour lui et on espère évidemment que ça va continuer pour la suite. Est-ce que Rennes peut s'immiscer dans la course au podium, messieurs? Maintenant, c'est ma question. Avant que vous y répondiez, je vous propose qu'on écoute Esteban Le Pol, sa réaction après la rencontre du côté de Nice à l'Alliance Riviera. Pareil, voilà, on lui pose un petit peu la question avec ce classement qui se resserre, notamment en haut, Rennes qui est tout proche désormais de Lyon et de Marseille. Écoutez Esteban Le Pol. Je vois pas pourquoi on devrait s'arrêter, mais l'essentiel, ça va être de se concentrer sur nous et d'enchaîner les bons résultats. Si on enchaîne les bons résultats, on aura forcément des bonnes surprises à la fin. Donc on va continuer à gagner le plus de matchs possible et on verra où on sera à la fin. Marseille n'est qu'à 3 points. 3 points, c'est rien au final. Donc la Ligue des Champions, c'est atteignable. Bien sûr que oui, bien sûr que c'est atteignable, ne serait-ce que sur le plan comptable. Mais voilà, il y a plein de choses encourageantes dans le jeu, et on sait qu'on est capable de faire de belles choses. Donc pourquoi pas aller chercher cette 4e place. Ouais. Aller chercher cette 4e place. Fabrice Pinel, c'est vous que j'ai envie d'entendre en réponse. Vous aimez pas Pourquoi trop moi les déclarations d'intention comme ça, un petit peu ambitieuses de la part des mots de Pierre Sage hier. Ou ce week-end. Mais c'est ceux d'Esteban Le Pol là qu'on a écouté. Oui, mais Rongier a eu des mots différents. Les mots de Pierre Sage, c'était là, ils ont battu Metz. Ça y est, on a concrétisé notre qualification en Conference League. J'aimerais qu'on fasse pareil, qu'on concrétise la Conference League et qu'après on aille voir plus haut et non pas aller vouloir plus haut pour que si on n'a que la Conference League, on soit déçu. Et on n'a pas le droit d'être déçu d'être européen à la fin. C'est toujours le même deal. Moi, je ne pourrais pas être déçu d'être européen à la fin. Je comprends, surtout après les 2 dernières saisons. Surtout après 2 années sans Europe. Mais la question était, est-ce que Rennes peut s'immiscer dans la course au podium, Léo? Alors, mathématiquement, oui. Mais dans ce que vous voyez, dans le contenu, dans les calendriers... À l'heure actuelle, sur les 4 derniers matchs qu'on a joués, le contenu est globalement satisfaisant. Le match contre Toulouse était, dans la globalité, pas dingo. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas été fan. Maintenant, ce qu'on a vu contre Nice, à voir ce qu'on verra contre Lille, qui déterminera ce qu'on peut attendre de la fin de saison. Mais pourquoi pas? Je pense qu'on est pour l'instant potentiellement calibré pour effectivement jouer le top 5. Le top 3, ça dépendra de ce qui va se passer au-dessus de nous. Ça ne doit pas forcément être un objectif d'aller viser la 3e place. Si elle vient sur un imprévu, pourquoi pas? Sinon, moi, la 4 ou 5, même la 6, je la prends vraiment avec plaisir. Après 2 ans sans Europe, sans aucun problème. Emilien? Je suis d'accord avec ce que dit Léo. Là, on a eu 3 matchs de Francaise. On est sur 4 victoires consécutives. J'attends que contre Lille, on fasse une prestation dimanche soir, 20h45. L'affiche, prestation. Il fera nuit au Roison Park, normalement, selon ma théorie, tout se passera bien. Mais prestation je veux qu'on ait une prestation de candidat Ligue des Champions. Et si on le fait et que c'est vraiment marquant sur le match, après on pourra en parler. Pour l'instant, je trouve que faut qu'on y aille doucement. Match qui va qu'on reste encore humble pour le moment. Pour la Ligue des Champions, oui. Ouais, je suis d'accord avec vous. Moi, je partage cet avis, Emilien. Cyril? Oui, non, c'est prématuré. Le championnat est quand même particulier avec on a quand même beaucoup de surprises. Beaucoup de cycles. On a eu 8 ou 9 matchs en défaite avec Habib, même si dans le contenu, on n'était pas toujours... Là, ce qui est un peu plus rassurant, c'est que dans le contenu, c'est plutôt pas mal. Mais le dernier match à domicile, on a fait une 2e mi-temps un peu plus compliquée. Donc, on prend des points, mais de là à être annoncer des choses, on va attendre un peu. Ouais. Je peux répondre à la vraie question? Allez-y, Fabrice. Telle que je la vois, là, cette fin de saison, je pense que Monaco va passer devant. Ah ouais? Dans leur dynamique. Par contre, devant nous. Par contre, je pense qu'on va aller chercher Lyon. Et Lille? Et justement, c'est le match contre Lille qui décide de notre sort vis-à-vis de Lille, je pense. Et Marseille, non. Marseille, ils resteront devant, à mon avis. Et surtout, je ne veux pas revenir sur des théories que éventuellement j'ai pour la fin de saison, mais il y a un Nantes-Marseille en J32. On a déjà. Ah oui, non. On a déjà peur. Si, vous allez devoir la dire. Je suis désolé, parce que là, les gens veulent savoir. On a déjà vu Nantes envahir le terrain quelques journées avant la fin pour donner 3 points à l'adversaire qui nous prive de quelque chose.
Et donc, Et là, la comme ils théorie seront- de Fabrice Pinel, comme ils seront la théorie de descendus, Fabrice Pinel, comme ils c'est- seront descendus, Ils seront relégués peut-être à ce moment-là C'est d'office. possible, effectivement. Donc, Ils ont rien non, à mais faire. c'est pour ça qu'il faut le dire publiquement, voilà, pour empêcher que ça arrive peut-être. ils jouent quoi ce jour-là Nantes-Marseille. Nantes-Marseille, Marseille 32e qui- journée. Donc ils peuvent être effectivement relégués à ce Et on joue moment-là. Marseille à la 34. Pour un peu, ils peuvent effectivement envahir le terrain, filer 3 points gratos à Marseille, comme ils l'avaient fait pour Toulouse, les Nantais à l'époque, où Et là, Rennes si avait tu leur raté donnes la des Ligue idées, des ils vont le Champions. faire. Hein. Ouais, ils auront les idées en train de leur dire quoi faire. Ils auront l'idée tout Fabrice, seul. mais tu deviens nantais ou quoi? Ils ont eu l'idée tout seul en 2007. C'est jaune Non, mais mémoire, voilà. c'est jaune mémoire, c'est jaune mémoire. Il se transforme en jaune mémoire. Maintenant qu'on l'a dit, normalement, voilà, c'est notre idée. Donc en fait, vous ne Voilà. pouvez plus le faire. Vous pouvez plus le désolé. faire, Ouais. c'est breveté, il y a plus C'est le une droit. idée de Rennais, donc vous pouvez plus le faire, les Mais Nantais. Marseille devant, sérieusement, je vois Marseille finir devant. Marseille devant pour Fabrice Pinel. Allez, tout de suite, c'est l'instant 125 ans. On va faire notre petit best-of Stade Rennais dans le lundi, c'est Rosy. Les tops et les flops du lundi. Voilà, je vais demander à nos intervenants plein de choses, leurs meilleurs joueurs, leur but préféré, leur chouchou, la personne qu'ils ont le plus aimé humainement. Je vous demandais comment on fait habituellement dans les tops et les flops de me le dire juste rapidement, juste la réponse que vous avez choisie à chaque question. Et après, s'il y a un truc qui nous fait hurler, on en débat un peu. Je sais déjà qu'il y a un truc qui va nous faire hurler, donc Cyril rigole parce que ça le concerne. Mais voilà, donc s'il y a un truc où on n'est pas d'accord, on peut se dire tiens, je comprends pas, ou ah oui, ça c'est une bonne idée, ou expliquer pourquoi on a choisi cette personne. On démarre avec notre top joueur de l'histoire du club, les uns les autres. J'ai dit le top joueur, c'est le plus grand joueur de l'histoire du club par rapport à ses performances sportives au club, évidemment. Hein, c'était la question. Pour moi, c'est Benjamin Bourigeaud. Je démarre. Hein. C'est à vous, Fabrice. Pour jouer la carte historien, Laurent Pocou. Laurent Pocou pour Fabrice Pinel. Pour Léo Hamel, Pour jouer la carte récente de Mon Vivant, c'est Martin Terrier. c'est Martin Terrier. Pour Léo Hamel, Emilien Wafflard. Je sens que vous en aviez un qui a été cité là. Non, Même pas Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud, bah oui. Donc, Oui. ouais, bon, Ah oui, les pardon. connaisseurs. Oui. Cyril Lelgouache. Athème. Athème Ben Arfa. Et j'aime beaucoup, c'est vrai, la réponse de Cyril. Et c'est pour ça que j'ai envie que vous l'expliquiez un petit peu, parce que c'est pas forcément, peut-être, comme il a passé qu'une saison au club, un nom qui va venir, on va dire, directement. Fabrice fait quand même les gros yeux en entendant Athème Ben Arfa, j'ai l'impression. Joueur exceptionnel. Joueur exceptionnel. Mais de là à en faire le joueur maximum du club. Mais moi, je peux comprendre. Alors, expliquez-vous, Cyril, pourquoi vous avez choisi. Pour moi cette saison, on gagne la Coupe de France, où on fait un parcours en Coupe d'Europe comme celui-là. Cette saison c'est- 2018-2019, c'est- assez historique, ouais. effectivement, hein, dans C'est l'histoire du club, historique, une des plus belles. pour moi, c'est la saison d'Athème. Parce que si on n'a pas Athème Ben Arfa dans cet effectif, on fait pas ce qui a été fait. De par son, même s'il n'était pas à son meilleur niveau, De sa carrière à lui. Encore, il n'était pas très loin, je pense. Hein. À Nice, peut-être, il a été présent dans tous les matchs importants. Il a été décisif dans beaucoup de situations. Et il y avait ce rapport de force qui s'inversait lorsqu'il était sur le terrain. Et moi, sa présence dans cette saison, pour moi, elle est capitale. Mon confrère Clément Gavard de SoFoot serait très d'accord avec vous. Il dit souvent, quand on en discute, il dit, je pense qu'on ne mesure pas à quel point Athème Ben Arfa, il a brisé des barrières mentales au Stade Rennais aussi, de par sa présence sur le terrain. Les joueurs se disaient, on peut battre tout le monde en fait, Ouais, parce bien qu'il y a sûr. Athème Mais Ben Arfa il faisait aussi. il faisait peur à tout le monde. Je peux t'assurer qu'il faisait peur à tous les dirigeants et les joueurs en face. Il a même annoncé à domicile un match de Coupe d'Europe où on allait gagner au retour. Je sais pas quoi, c'est pas le Betis. Non, c'est pas Arsenal. C'est non, c'est là où on se qualifie. C'est le Betis. C'est le Betis. En annonçant clairement, c'est très bien qu'on soit fait rattraper au score, parce que l'année prochaine, au match retour, il va falloir qu'on ait gagné. On va aller gagner. Et on est allé gagner. Et il a été décisif sur le dernier but d'Mbaye Niang. On va quand même essayer de faire un petit peu vite. L'autre que j'ai envie d'entendre, c'est Fabrice, Laurent Pocou, parce que nos jeunes téléspectateurs, et il y en a spectateurs, il y en a beaucoup sur YouTube. On a une audience assez jeune. Ne connaissent Je peut-être l'ai pas pas Laurent vécu, Pocou. mais dans les livres d'histoire, c'est comme ça qu'on le présente. C'était un peu le Pelé africain. Donc Pelé, C'était le Pelé africain, le meilleur c'était comme ça qu'il joueur était de surnommé. l'histoire du football, ou quasiment de l'aveu de tous ceux qui l'ont vu jouer. Pocou, c'était l'équivalent, et de le faire venir à Rennes à l'époque, c'était un événement, et surtout, il a été à la hauteur sur le terrain. Les gens allaient au stade pour lui. Hein, Voilà, c'était vraiment privé à d'une l'époque, belle fin à cause de blessures, mais il fait 2 ou 3 saisons absolument exceptionnelles. À un niveau de jeu, comme faisait Ben Arfa un match sur 4, lui il le faisait à tous les matchs. Avec, pour la petite histoire, à Et l'époque, c'était un buteur. François Pinault, qui avait été prépondérant dans sa venue au Stade Rennais, n'était pas du tout encore propriétaire du club à l'époque, mais il était déjà sponsor, et ses activités en Afrique notamment avaient aidé à conclure le transfert de Laurent Pocou, qui a longtemps été retenu par le président ivoirien, qui refusait que Laurent Pocou quitte la Côte d'Ivoire en
il l'avait même déclaré trésor national pour vous dire à quel point voilà, c'était un grand joueur. Bourigeaud-Terrier, désolé les gars, on va pas. La Côte d'Ivoire trop en qui a dire plus, mais je pense été qu'on créée parle un tous. 10 mars. Ah bon? Un 10 mars. C'est Ah, l'anniversaire de la Côte d'Ivoire demain. Ah ouais? Oui. Vraiment ou c'est Oui, une oui, non, bêtise? non, ouais, Ok. vraiment, Donc le Stade Rennais apprend et la des Côte d'Ivoire Non, non, mais ont été créés un 10 mars, mais voilà, on est là pour vous apprendre des choses. Dans le lundi, c'est Rosy. Allez, le meilleur joueur formé à Rennes désormais, je crois qu'il y a 2 noms qui ressortent normalement. Moi, c'est Ousmane Dembélé chez moi. Pour Pareil vous, Fabrice. pour moi, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, Léo. Pour moi, c'est Désiré Doué. Désiré Doué pour Léo, d'accord, qui a voulu peut-être faire l'original. Un peu. Dembélé, Non, moi aussi. Dembélé aussi. Et pour vous, Cyril, Sylvain Wiltord. votre ancien coéquipier? Oui. Sylvain Wiltord, on Carrière, peut en parler un petit peu. C'est vrai que jusqu'à peu, les carrières étaient assez proches. Je pense que pour moi, Oui, Ousmane oui, désormais oui, est enfin, passé un tout petit peu devant nombre de matchs. Sylvain. Nombre de matchs aussi. Il est à 600 matchs, je crois. Dans cadre de, il a dû en faire. Champion de France avec plusieurs clubs. Ouais, avec Bordeaux, avec Lyon. Moi, je Champion d'Europe, évidemment, d'Europe, avec un champion but d'Europe, majeur ouais. en plus dans l'histoire des Bleus. Ouais, ça s'entend évidemment. Sylvain Wiltord, toujours très proche du club, qui est toujours un amoureux du Stade Rennais. Pour moi, le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé avait un peu réglé le débat quand même, à mon sens. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, Ligue des Champions et Coupe du Monde. Il fait partie d'un club très restreint. Je crois qu'ils sont 6 ou 7 joueurs C'est seulement. très très rare. Et il y en a un dans ce cas-là qui a été formé à Rennes et qui surtout nous a ébloui 6 mois quand il était chez nous. Ouais. Léo, Désiré Doué, tiens. Ouais, Désiré Doué. Non, c'était pas du tout pour faire l'original, même si je me doutais. Non, mais si tu veux, François. Non, mais je me doutais qu'Ousmane allait sortir. C'était évidemment le numéro 2 dans ma liste, mais je sors Désiré parce qu'en fait, quand moi je l'ai découvert, quand je l'ai vu arriver en professionnel, pour avoir du coup vu Kama et Ousmane sortir du centre, je n'ai jamais été autant impressionné par un joueur que Désiré Doué en termes de complétude à l'âge où il est arrivé en pro. On peut s'entendre. Et voilà, pour moi, c'est. On le voit à c'est l'image quelque avec chose qui Benjamin Bourigeaud et Baptiste Santamaria en ce moment. Désiré Doué donc pour Léo. Allez, on va passer maintenant au chouchou. Alors le chouchou, la question c'était pas forcément le meilleur joueur, mais un que vous avez aimé, peut-être même de manière irrationnelle par rapport à son niveau. Voilà, un joueur comme ça, quand même des bons joueurs a priori. Hein. Moi c'est Kim Kallström, dont je portais le maillot la semaine dernière dans l'émission. C'était mon chouchou, j'hésitais avec Alex Frey, mais je suis parti sur Kim Kallström. Pour vous, Fabrice, c'est souvent lié à notre adolescence, hein, je le dis généralement. C'est pour ça que j'ai trouvé un an d'ado et un an d'adulte. Alors quand j'étais ado, Chabani Nanda et en tant qu'adulte, Martin Terrier. Très bien, j'aime bien aussi. Nanda, forcément, pour toute une génération, il en a marqué. Léo. Benoît Costil. Benoît Costil pour Léo, bien sûr. J'en ai 2, moi. Allez-y. J'ai Ben Arfa. Ah, il est c'est mon joueur préféré depuis tout petit. Ah bon? Ouais. Et vous l'avez même pas cité dans le. Mais c'est vrai que dans le débat là, dans une autre catégorie. Et l'autre, c'est Michael Pagis. Oh oui, Pagis. Ça, c'est du puriste, ça. Ça, c'est du puriste. Ah, oui. Ça, c'est un joueur romantique, Emilien. Exactement. C'est un joueur romantique. Rien que d'y penser. Allez, ça remonte. Michael Pagis, c'est pour vous, Cyril? Bourige. Bourige pour la personnalité, le joueur. C'était mon petit chouchou. Le petit chouchou, Benjamin Bourigeaud, que vous retrouverez demain sur cette même chaîne YouTube. Enfin, demain, peut-être que vous la regardez, on est mardi. Donc, mardi 8h, la sortie de l'interview avec Benjamin Bourigeaud. Interview légende avec Benjamin Bourigeaud. Je crois qu'on n'a rien trop à débattre. C'est des choix là purement subjectifs et personnels. L'homme que vous avez préféré par sa personnalité. Ça se rapproche, mais là, on n'est pas forcément sur des joueurs qui ont été majeurs, mais vous avez aimé le mec. Moi, j'ai choisi Benjamin André. Voilà, j'aimais le côté leader. Sur sa personnalité aussi sur le terrain, Benjamin André. Pour vous, Fabrice? Romain Danzy pour moi. Romain Danzy. Développer ou après? Après. Moi, j'ai adoré Biggie Melling. Biggie Melling, ouais, d'accord. Adoré. Très bien. Ouais. Pour vous, Emilien? Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, très frais, solaire. Exactement. Et pour vous? Romain Danzy. Ouais. Donc on a 2 Danzy. Allez-y, Fabrice. Je sens que vous vouliez parler de Romain. Pour moi, il incarne le club, le joueur formé au club, la mentalité, etc. Il a eu pas de chance d'être dans la période où le club était performant, mais pas gagnant. Donc il a un peu cette étiquette de. Il était dans l'équipe qui était performait. Capitaine même. Il était dans l'équipe qui performait, qui gagnait pas. Il n'a pas eu la chance d'être du parcours de 2018-2019, même si à la fin il est blessé, donc il est dans le groupe. Mais puis on parlait pas de sportif, on parlait que de personnalité. Voilà. Déjà, je pense qu'il incarne tout ça. Il incarne ce qu'on a envie de voir d'un joueur, quelqu'un qui fait pas de vagues, qui met d'abord en avant l'humilité et le travail surtout. Biggie Melling,
Moi, je l'ai rencontré une fois en dehors et je l'ai trouvé très froid. C'est vrai ? Ouais. Et bah parce que J'avais été déçu parce que je trouvais qu'il avait l'air sympa en dehors, mais je me suis dit en fait c'est que pour les caméras. Mais c'est non, mais dans ce cas-là, c'est un avis personnel. Non, mais c'est une rencontre dans ce cas-là, je suis personnelle. peut-être biaisé. Ah parce non, que non, moi, mais je me base que sur ce que je voyais justement quand j'étais au stade ou quand on le voyait justement à l'écran. J'ai trouvé qu'il dénotait pas mal par rapport à ce qu'on voyait du entre guillemets comportement du footballeur de manière générale. J'ai trouvé que c'était quelqu'un qui n'était pas forcément fermé, qui était très solaire. Il a aussi créé quelque chose qui est pas forcément négligeable pour moi, c'est le fameux tour d'onneur des joueurs à la fin du match. Il semblait vraiment mettre de l'énergie dans la relation avec les supporters. Ouais. Je trouve qu'il le faisait bien. Moi, ça m'a marqué. Moi, je pense qu'il aimait pas les journalistes. Donc voilà. Non mais donc c'est pas une. Il a le droit. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été froid avec moi. Et c'est vrai qu'en conf, à chaque fois, quand on l'avait en conf d'avant-match, on sentait que toutes les 2 secondes, il regardait l'attaché de presse pour dire quand est-ce que c'est fini. Okay. Donc, j'en ai pas parlé, mais c'est très personnel. Et voilà, c'est peut-être. Et effectivement, il avait une belle relation avec les supporters. Emilien, vous m'avez dit qui déjà ? On va Camavinga. Vous avez joué avec ? Ouais, on s'est côtoyés. Oui, voilà. Mais bien en plus, là, vous pouvez parler de quelqu'un que vous avez croisé, dont vous connaissez la personnalité en vrai, on va dire hors des caméras. On n'est pas spécialement proche dans la vie ni rien, mais je trouve que il a toujours été très solaire, très respectueux, dire bonjour à tout le monde, même quand ça a été très vite pour lui, etc. Et je trouve qu'il représentait très bien le club. Et au centre, il a mis tout le monde d'accord très vite sur la personnalité avant tout déjà. Et après, chez les pros aussi, je trouve que les supporters, tout le monde l'aimait. Bien sûr, voilà. Très solaire, effectivement. C'est le même avec Bourrige, on va pas en parler, on a déjà dit pas mal de choses. Non, c'est Romain. Ah, c'est Romain, pardon, Romain Danzé. Bon, je laisse. Tout est dit par Fabrice. Voilà. Le joueur sous-coté dans l'histoire du Stade Rennais maintenant, celui qui n'a sans doute pas à sa place, la place qu'il mériterait, on va dire, dans les livres d'histoire par rapport à ses accomplissements ou dans les mémoires populaires. Si je puis me permettre, moi j'ai choisi Adrien Truffert. Je pense que ça va. Léo, c'est vous qui l'aimez pas trop, Adrien ? Non, je sais plus. Non, ok, non, je dis une bêtise. Non, je vous invente une. C'est le plus apprécié, mais. Moi, je trouve qu'il est sous-coté. Il a énormément de matchs avec le club. C'est le défenseur le plus décisif de l'histoire du club. Il a été de toutes les belles saisons, les belles années. Donc voilà, Adrien Truffert, vous avez un exemple, on va dire, qui est un peu similaire. Qui est un peu semblable. Pour moi, c'est Amaury Traoré. C'est vrai. Parce que c'est l'équivalent de Bourigeaud en version défenseur. Il a vécu les mêmes choses. Ils sont arrivés à la même date. Ils sont partis à un an près au même moment. Et ils ont gagné les mêmes choses. Ils ont fait les mêmes matchs. Et je pense que c'était un bon capitaine lorsqu'il l'a été. Amaury Traoré pour Fabrice. Je suis parfaitement. Vous êtes sur Amaury Traoré aussi. Exactement. Ouais, mais je suis d'accord. Presque j'ai envie de changer ma réponse. Emilien, pour vous. Amaury Traoré. Et je vais rajouter un truc. C'est magnifique. C'est que je pense qu'on sous-estime peut-être son importance dans l'intégration des jeunes. Absolument. Les jeunes le disaient tous qu'Amaury Traoré était le lion. C'est le premier qui t'accueillait, sourire, banane. Et quand tu savais que c'était le capitaine, ça t'intégrait direct. Quoi. Cyril. Benjamin André, parce que d'une manière générale, je pense qu'il aurait mérité quelques sélections. Je sais pas si on va diffuser l'interview de Bourigeaud, l'extrait de l'interview de Bourigeau que j'ai diffusé après, parce que vous avez les mêmes réponses que moi. C'est vrai ? Toutes. Ah ouais. Du coup, je la ça sert à rien alors. Ça sert à rien. Non mais j'ai déjà vu. Et je blague pas, je dis à la régie, en fait, on ne va vraiment pas le diffuser. Je blague pas, vous la retrouverez très rapidement. Vous inquiétez pas, cet extrait, parce que vraiment, vous avez fait les mêmes réponses. Ah ouais. Mais elle va être retrouvée très rapidement, vous en faites pas. Et puis, on a diffusé déjà un autre extrait sur son rapport à la ville de Rennes ce matin dans les journaux d'ici Armorique. Le plus beau, hors finale, le coach que. Non, voilà, c'est là le débat où là ça va chauffer. Le coach que vous avez préféré dans l'histoire du Stade Rennais. Donc moi j'ai mis Bruno Genesio. Pour vous, Fabrice. Moi je me suis permis 2 parce que je pouvais pas choisir. En tant qu'ado, Michel Le Milinaire, et en tant qu'adulte, Bruno Genesio. Le Milinaire et Genesio, Léo Hamel. Bruno Genesio, Emilien Waflar. Bruno Genesio aussi. Bruno Genesio, c'est une unanimité. Moi j'ai Christian Gourcuff. Tout le monde debout. J'ai un trio. Je m'en vais. J'ai Christian Gourcuff. Alors j'ai Bruno aussi par la qualité du jeu et j'ai Julien. C'est vrai que c'est dur pour Julien Stéphan parce que Julien il est de chez nous et il nous fait gagner son deuxième mandat, je pense, à un peu. Ouais, mais voilà. Donc il est sur. Mais Christian, pourquoi ? Parce que Christian Gourcuff. Mais vous parlez de Christian Gourcuff à Rennes, parce que Christian Gourcuff à Lorient, moi je veux bien, mais à Rennes, Christian Gourcuff quand même. Pour moi, ça fait partie des entraîneurs ayant le plus de contenu. C'est des monstres de contenu de jeu. Pour moi, Christian Gourcuff, c'est quelqu'un qui était en mesure de prendre une équipe et de la faire progresser si on lui avait laissé le temps, parce que c'est l'anti-com.
C'est l'anti-entraîneur communicant. Aujourd'hui, l'intellectuel du football. Aujourd'hui, on demande à un entraîneur d'être bon en communication avant d'être bon dans le contenu, dans ce qu'il donne à ses joueurs. Il nous reste 2 questions. On va essayer de faire vite sur les 2 dernières. Juste vous dire aussi, mettez dans les commentaires vos tops aussi sur toutes les questions. Je vais vous remettre le petit questionnaire avec 2 points sans réponse dans la description de la vidéo. Donc vous le retrouvez et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire à chaque fois votre réponse à vous. On a envie de savoir un petit peu ce que vous en pensez, chacun les uns les autres sur tous les thèmes que vous avez choisis. Si vous serez toujours invité, Cyril, vous en faites pas. L'avant-dernière question, hors finale Coupe de France 2019, parce que c'est la plus récente qu'on a vécue, c'est un titre. Je trouve que si on choisissait un match, j'avais un peu peur qu'on réponde tous cette question. Le match du Stade Rennais qui vous a le plus marqué dans vos souvenirs. J'ai choisi, je voulais être un petit peu original, je l'avoue, mais parce que j'ai beaucoup aimé ce match, le Rennes-Osasuna à l'aller en 2006. Ah oui. 2005, saison 2005-2006, avec notamment ce but extraordinaire de Frey. Et c'était un peu le retour en Coupe d'Europe. C'était pas gagné d'avance, c'était un barrage. Et voilà, moi j'avais vécu un moment extraordinaire. Voilà pourquoi j'ai choisi ce match. Fabrice, pour vous. Moi, c'est le Rennes-Toulouse de 98, celui qui nous maintient, celui qui et quand on l'a vécu au stade, on l'a vécu avec angoisse, ce match-là, et pas avec un plaisir fou. Celui qui nous maintient, qui fait que quelques jours plus tard, François Pinault achète le club définitivement, et ce qui fait qu'on est là autour de cette table à en parler, parce que sans cet événement-là, on sait pas. On serait en Ligue 2 et il n'y aurait pas de lundi Rosy, quoi. On serait pas un assez gros club pour faire des émissions comme ça. Sur je sais pas, mais en tout cas, c'est le match le plus marquant. J'avais 16 ans à l'époque et il m'a marqué, il me marque. Et quand j'y repense aujourd'hui, encore. Merci Kaba Diawara, unique buteur ce jour-là pour le maintien du Stade Rennais. Les OML. Je me suis permis d'en prendre 2, François. L'irrationnel Rennes-Arsenal, qui je pense a marqué tout le monde. Et il y en a un qui est peut-être un peu plus exotique, mais c'est le Rennes-Astana, la même année, qui je trouve a vraiment été un match... Le penalty de Bourigeaud qui revient, qui est sur le poteau, Ismail Assar. La sacoche de Sarr de l'extérieur de la surface. Enfin, pour moi, c'est le match qui a créé la vraie émulsion qu'on a connue sur les mois qu'on suivi entre le club et son public. Ouais, c'est pas faux. C'est un match qui a créé le public... Un match bascule. Avant ce match-là, Rennes est quasiment éliminé. Non, c'est Jablonec. C'est Jablonec avant, il y a Astana. Ça, c'est Astana, c'est le barrage. Ouais, c'est ça. C'est le dernier match de poule. Oui, mais en gros, voilà, si vous le gagnez, vous êtes exactement ça. Vous êtes qualifié. Effectivement. Emilien. Rennes-Arsenal aussi. Parce que c'est même s'il y avait eu la Coupe de France, c'est mon plus beau souvenir. Et j'ai tous les 2 matchs. Vous l'auriez mis devant la Coupe de France. J'ai fait les 2 et. Mais je peux comprendre. Déjà on va dire un truc très simple. Déjà, le Roazhon Park est un des plus beaux stades de France et le Stade de France est pourri. Donc déjà rien que pour ça, voilà. Et je sentais la tribune vibrer. Et j'ai jamais ressenti ça dans un autre stade, même tout court. Et c'était vraiment impressionnant et franchement... J'y étais aussi. Pareil en tant que supporter, c'est un de mes derniers matchs que j'ai pu vivre, on va dire, en tant que supporter au stade. J'en garde un souvenir ému et effectivement, comme tous ceux qui y étaient, vous, c'était le cas aussi, j'imagine, les gars. Cette tribune qui vibrait, on l'a tous ressenti. Et d'ailleurs, sachez que c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'architecture est bien faite. Je m'étais renseigné après le match parce que j'avais eu peur. Mais c'est vrai que si elle ne vibre pas, c'est-à-dire que l'architecture est mal foutue, qu'il y a plus de chances que la tribune se pète. Donc il vaut mieux qu'elle vibre, c'est fait pour. Cyril. Celui-là, oui, mais moi j'ai le Rennes-Lyon en septembre avec le 4-1 de Bruno Genesio. Et le plus beau match. Oui, en 90 minutes. Ouais. Le contenu, je crois, il rêvait. À la mi-temps, on peut y avoir 8-0, je pense. Si Anthony Lopez n'est pas. Je pense que tous les entraîneurs du monde rêvent de voir son équipe jouer comme cette équipe a joué ce jour-là, quoi. C'était. Et la force de ce match-là, c'est que c'est pas un petit Lyon en face. Oui, c'est ça qui rend la performance encore plus grande. Voilà, c'est incroyable. Ce Lyon-là, c'est Paqueta qui met le but de Lyon. Il y avait Paqueta, Guimaraes. C'était grosse équipe. Je suis d'accord. Ce match, c'est le plus beau, enfin la plus belle performance, sans doute, qu'a livré le Stade Rennais. On y arrive maintenant. La dernière question, le plus beau but. Moi, j'ai choisi. Vous pourrez le retrouver. Je vais le retweeter sur Twitter si vous voulez le retrouver, parce qu'on peut pas diffuser les images, on n'a pas le droit. Mais le but de Martin Terrier contre 3, c'est un but collectif. Sur les 7 dernières passes, il y en a 6 en une touche. Époque Bruno Genesio aussi. Un chef-d'œuvre collectif, le but de Martin Terrier. Pour vous, Fabrice Pinel. Alors moi, il est exotique, il n'y a pas grand monde qui va s'en souvenir, mais moi je l'ai vécu au stade et je suis resté bouche bée. C'est le but de Severino Lucas contre Bastia en 2001-2002. Une sacoche hors de la surface. Une frappe de 30-35 mètres, je pense, enfin, et qui va là où il faut. Je le mettrai sur mes réseaux pour ceux qui veulent. Ils sont à retrouver sur le site de Rouge Mémoire. La plupart des buts, les vieux buts, on peut les voir sur Dailymotion. Fabrice les a recensés. Les OML. Qualité plus émotion, c'est le coup franc de Bourriche contre Arsenal. J'ai jamais vécu un truc pareil dans un stade. Je crois que vous avez le même tous les deux aussi de ce côté. C'est la même, mais je vais rajouter que le gardien c'est Petrosec. Oui. Donc je trouve que c'est c'est encore plus beau. Ouais. Pareil. Pareil, moi c'est ce but-là. Bourriche face à Arsenal. C'est aussi sa réponse à lui, encore une fois. Bourigeaud, son plus beau but, c'est Bourigeaud contre Arsenal. Il a juste un défaut ce but. C'est qu'il n'est pas du bon côté, je trouve. Il aurait été encore mieux de l'autre côté, dans l'autre but.
Devant le camp avec la Mordelle. Avec la Mordelle, effectivement, côté Mordelle. Effectivement. On y est arrivé à bout, mais voilà, je vous le redis, allez nous mettre dans les commentaires de cette vidéo YouTube vos réponses à toutes ces questions. Je vous remets en description le petit questionnaire. Tout de suite, le quiz dans le lundi, c'est Rosie. Le lundi, c'est Rosie, le quiz. Peut-être un petit peu débordé sur les timings de l'émission. Je me doutais que cette séquence en 25 ans risquait de durer, mais voilà, on est là. On fête l'anniversaire de notre club, on a pas 125 ans tous les jours, c'est l'occasion de se plonger exactement dans des bons moments d'histoire du Stade Rennais. Eh bien, ce sont des questions dans le quiz qui concernent les anniversaires du Stade Rennais et les différents événements qui les ont accompagnés, que ce soit niveau festivité ou sportif. Fabrice sourit parce que je vous l'ai déjà dit, il a déjà une des réponses. Quoi Ils sont en train de tricher. Ils sont en train de donner la réponse qu'ils ont déjà à Emilia Waflar. Les gars, on se calme, il faut qu'on aille vite en plus. Ouais. On va démarrer par la première question. Ce sont le bâton de Pinel, juste pour le dire, et côté ancien joueur. Il a été récupéré la semaine dernière par les anciens joueurs. Et les réponses de Fabrice Pinel valent un demi-point. Celle de Léo, c'est un point. C'est un point. Et là, vous avez un partenaire à qui vous pouvez peut-être faire confiance. Il faut que vous soyez stratège aussi, hein, Fabrice. Allez, première question. En mars 2021, le Stade Rennais inaugure à l'occasion de ses 120 ans la statue en bronze en l'honneur de son mythique entraîneur Jean Prouff, le double vainqueur de la Coupe de France 65-71. En tant qu'entraîneur, pour le premier match en sa présence, les Rouges et Noirs s'imposent 1-0 face à Strasbourg, qui marque l'unique but rennais ce jour-là. Jean Prouff est d'ailleurs le seul spectateur ce jour-là, puisque nous sommes en période Covid. Supporter, je crois que c'est Flavien Tay. Ce n'est pas Flavien Tay. Point pour les anciens joueurs. Un point. Franchement, je cherche, je l'ai pas immédiatement là. Vous l'avez pas immédiatement. J'ai l'équipe, mais qui marque Bourigeaud. C'est Benjamin Bourigeau. C'est Benjamin Bourigeau qui est souvent là. C'est mars 2021, donc c'est le premier match. Ah mais non, pas du tout. Non. Si, c'est en mars 2021. C'est le premier match à domicile de Bruno Genesio. Ah oui, c'est ça, c'est le premier match à domicile de Bruno Genesio. Et on est en époque Covid. Deuxième question, un point pour les anciens joueurs. En 2001, le club fête ses 100 ans en organisant notamment un match de gala face au Sénégal qui atteindra le quart de finale de Coupe du Monde moins d'un an plus tard. Quel est le résultat du match entre Rennes et le Sénégal? Supporter. Rennes-Sénégal, 2-1. 2 buts de Severino Lucas. Bonne réponse. Je croyais que c'était la question que j'avais mis après, parce que j'avais mis ça à la base, mais j'ai changé. Et j'avais en troisième question, j'avais qui a marqué un but. Je crois que le buteur sénégalais, c'est Elia Diouf. On a vu une photo, je crois, d'ailleurs, normalement du match où on voit Elia Diouf en maillot sénégalais, l'ancien joueur du Stade Rennais, voilà, au duel avec Yoann Bigné. Troisième question, lors de la saison 1945-1946. Là, vous vous en souvenez, Emilia Waflar, là, c'est déjà la question d'avant, c'était compliqué. Rennes retrouve la première division après avoir obtenu sa montée 6 ans plus tôt, lors de la saison 38-39, mais il y a eu la guerre entre les deux. Le 10 mars 46, Rennes s'impose 5-2 à Lille, grâce notamment au triplé d'un joueur dont le nom est passé à la postérité à Rennes. Originaire de Saint-Malo, il fut notamment sélectionneur de l'équipe de France de football, et son nom... Joueur Guérin. Henri Guérin, bien joué. 2-0,5 pour les anciens joueurs. Henri Guérin, que l'on voit là avec. Il était l'entraîneur de la France pendant la Coupe du Monde 66. Son nom est passé à la postérité puisque la Piverdière porte comme nom officiel le centre entraînement. Henri Guérin, quatrième question, on va vite. Le 10 mars 71, le jour de 70 ans du club, Rennes s'impose 1-0 à Bordeaux grâce au but du seul joueur de son histoire à être né lui aussi un 10 mars. Joueur. De qui s'agit-il? Joueur? T'as pas le droit de le dire? Ah oui, merde. Joueur? Ancien joueur? Supporter. On est mort. Bah pourquoi? Non, non, mais allez-y, Cyril et Fabrice. Vas-y, t'as été plus rapide. T'es plus rapide. Allez, Cyril. Robert Rico. C'est pas grave. Robert Rico, bien joué. Allez, victoire des anciens joueurs. Il va me tuer. C'était ça la question qu'ils avaient devinée. Enfin, en fait, ils étaient en train de dire tiens, est-ce qu'il y a un mec qui est né le 10 mars en arrivant dans l'émission? Et bah oui, non, c'était savoir de qui était l'anniversaire le demain. Ouais, les anniversaires des anciens joueurs. Allez. Et donc la dernière question, je la fais pas parce qu'on n'a pas le temps. C'était quel entraîneur marquant? Oui, vous avez gagné. Quel entraîneur marquant du 21e siècle avait fait ses débuts sur le banc un 10 mars? C'était Bruno Genesio du côté de Marseille. Allez, tout de suite, on va passer directement au prochain match. On va pas faire le petit tease de Benjamin Bourigeau que j'avais prévu. On va se projeter tout de suite sur le Rennes-Lille de ce week-end entre ce match capital à l'Europe. Tout de suite, le focus sur le prochain match. Les enjeux du prochain match dans le lundi, c'est Rosie. Je dis juste quand même un petit mot parce que je l'avais promis d'un podcast que je vous conseille d'écouter qui est signé Bretagne Culture Diversité sur la création du Stade Rennais puisqu'on parlait des 125 ans, qui est signé par Antoine Gouritin avec notamment la présence de l'historien du foot François Prigent que vous connaissez bien, Fabrice Pinel, et qui revient sur la genèse du Stade Rennais. Très intéressant sur Philippe Gis qui est notamment le fondateur avec d'autres étudiants à l'époque. C'est assez intéressant. Voilà. J'ai prêté ma voix à quelques petites phrases. Vous entendrez. Comment
comment ça Vincent marche Simoneau également. Un pour podcast quand même. Ouais. Hein. C'est pas si compliqué. Si, oulala, je vous expliquerai. Mais c'est signé Bretagne Culture Diversité. Vous pourrez retrouver ça et c'est vraiment très sympa à écouter. On apprend plein de choses. Surtout, allez, le prochain match, Rennes reçoit Lille dimanche 20h45. C'est l'affiche de la 26e journée des Lillois qui ont été rejoints, on l'a dit tout à l'heure, par Lorient sur un but sublime à la dernière minute du temps additionnel. Hier, ils recevront Aston Villa jeudi aussi. Ça va compter dans la semaine des Lillois. Ils restent sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues après un début d'année 2026 compliqué. C'est un gros tournant là pour vous, messieurs. Fabrice? Pour moi, c'est le match, on verra a posteriori, mais c'est le match le plus important à date de cette saison parce que c'est un concurrent direct et surtout un concurrent qu'on peut pas écarter, c'est un peu tôt, mais qu'on peut mettre loin derrière sur ce match-là. Surtout, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si Monaco a le vent en poupe et qu'il nous passe devant, d'avoir mis Lille derrière, ça nous sécurise l'Europe quand même. Léo, ce match, alors énorme enjeu pour vous? Dans le contexte de la saison, c'est une affiche de rêve. Dimanche 20h45. Et on a envie d'être à dimanche. Moi, j'avais envie que la semaine passe à toute vitesse. Ah oui, c'est ça. J'ai envie que les jours là passent à fond la caisse. Hein. Ça va être top et effectivement, ça va être contre une équipe, comme l'a très bien dit Fabrice, un concurrent direct. Hâte de voir en gros ce qui va se passer pour déterminer la suite de la saison, tout simplement. Hein. Des Lillois qui nous réussissent très peu au Roazhon Park en plus. Hein. Historiquement, il faut qu'ils nous réussissent très peu tout court d'ailleurs. Je crois. Oui, Donc, on les a battus à l'aller. C'est à l'aller, pardon. Faire 6 points sur 6 contre eux la même année, par contre, ça doit être hyper rare. Ah oui, je pense que ça pas arrive fait la recherche. très rarement. Très très rare. Emilien, ce match, c'est quoi l'enjeu pour vous là? Ce serait un pas décisif pour l'Europe en cas de succès? Ouais, je pense. Et je suis un peu jaloux d'un club comme Lille. Je trouve que Rennes devrait être comme Lille dans le paysage français. Et je trouve qu'on a manqué de récurrence dans les compétitions européennes alors que Lille a pu le faire et pourtant je trouve que a quand même fait 6 saisons d'affilée. Oui, je suis pas sûr mais que Lille les fasse pendant nos 6 Lille les fait pas. Je suis quasi sûr que Lille est un club plus gros dans l'imaginaire collectif des gens que Rennes. Mais c'est une métropole plus grosse aussi. Des fois, on oublie un petit peu ce qu'est Rennes, aussi la ville. Ils ont 2 titres de champion de France au XXIe siècle. Ça aide aussi. Oui, mais du coup, on revient à ce qu'on a déjà discuté dans les précédentes émissions. Mais je vous ai épargné mon débat pourquoi Rennes n'a jamais été champion de France, hein, Fabrice. Donc déjà, soyez heureux. Faut s'imposer avec la manière et finir en trombe la saison. Cyril, ce match rapidement. Oui, très important. Et puis, je pense qu'il arrive bien. Il arrive au bon moment parce que nous, on est dans une bonne dynamique. C'est pas le cas de Lille. Ils vont jouer en Coupe d'Europe jeudi. Ils rejouent le jeudi d'après. Ils rejouent jeudi après. Ils ont Marseille dans la foulée. Ils ont un calendrier dantesque. J'ai plein de blessés. Ils sont un petit peu dans leurs petits chaussons là. Et pas mal de blessés, hein, comme disait Fabrice. Des blessés. Et franchement, c'est le moment de. Ah ouais. Et je le dis rarement, mais je suis très très confiant. Oula, bah ça y est. Je pense que Lille va devoir prioriser. Lille va devoir prioriser ses objectifs sur les 3 matchs qui viennent. Ouais, mais je pense qu'ils vont prioriser la Ligue 1, moi. Et je peux me tromper, mais je pense que ce sera le match de dimanche qui serait priorisé. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils vont faire tourner davantage contre Aston Villa que contre Rennes dimanche. Surtout connaissant le président de Lille, qui est du genre à pas aimer perdre contre Rennes, paraît-il. Et le match contre Aston Villa, il est où? Il met des triples primes pour les Lillois quand ils jouent Rennes. Très rapidement, parce qu'il faut vraiment qu'on termine. Il joue à Aston Villa ou il joue à domicile à l'aller et à Aston Villa au retour. Ils vont pas se déplacer ce jeudi-là. Il se déplace jeudi d'après. Oui, je sais bien, il va mettre une vraie équipe jeudi devant ses supporters. Ah oui, ça peut être un peu malin, Emilien. Merci messieurs. Je le disais, hein, Fabrice, je vous ai épargné le débat pourquoi Rennes n'a jamais été champion de France en 125 ans. J'ai posé la question à plusieurs personnes, Benjamin Bourgeot notamment, vous l'entendrez, Cyril Jeunechamp qui a été champion avec Montpellier. Je vous prépare un petit sujet demain matin dans la matinale d'Issy Armorique à ce sujet. On fera peut-être le débat la semaine prochaine. On espère un gros invité, j'en dis pas plus, la semaine prochaine dans le lundi. C'est Rosie. Merci messieurs. Une nouvelle fois d'être présent si souvent et d'avoir été là pour débattre de tous ces chouettes sujets. Bonne semaine à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne 100% Stade Rennais Issy Armorique que vous retrouvez notamment très prochainement cette interview de Benjamin Bourigeaud. Bonne semaine à tous.